C'est bon? Tu m'entends, Okaya? Oui, allô? Super. Je Donc, t'entends, Christiane. on démarre maintenant. Donc, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, indépendamment du lieu dont vous nous suivez. Bienvenue dans notre premier numéro de Willa Talks. Je suis Christiane Oyin Traoré, présidente fondatrice de Women in Logistics Africa. Et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, WILA, Women Logistics Africa, est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 400 femmes exerçant dans le domaine de la supply chain de la logistique partout sur le continent africain. Voilà, donc notre mission principale, c'est vraiment de faire la promotion du domaine de la supply chain de la logistique afin d'inspirer des femmes et des jeunes à se former pour intégrer ce secteur à fort enjeu. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de l'une des membres de WILA au Cameroun, qui est Rukayat Nap, et qui joue un rôle très important au sein de Kribi Container Terminal, basé au Cameroun. Les services achats qui autrefois avaient une forte présence dans les entreprises industrielles, on remarque qu'ils tendent à se développer au sein des industries tertiaires et même dans l'administration publique. Et donc, vous l'aurez compris, nous échangerons aujourd'hui avec notre invité et notre audience durant cette demi-heure sur la valeur ajoutée de la fonction achat dans, on va dire, dans l'optimisation de la supply chain. Mais avant, je vais laisser notre invité se présenter. Alors, bonjour Christiane et bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis Rukayatou Nap, tu l'as dit dans Tam, véritable passionnée de supply chain. J'aime à me présenter comme ça. Et puis, professionnelle des achats et des approvisionnements déjà depuis un peu plus de 10 ans. C'est un plaisir pour moi de partager avec toi aujourd'hui sur les questions autour de la fonction achat. Merci Christiane. Alors, de manière assez fortuite, à la base, je ne me destinais, mais pas du tout au métier de la supply chain. Je rêvais plutôt d'une carrière académique. Bon, par curiosité, on va dire, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à l'économie des transports et puis j'ai décidé de me former en logistique un tout petit peu. Et par la force des choses, mon premier véritable emploi, ma première opportunité a été comme assistante logistique dans une société minière. Donc, j'étais en charge de tout ce qui est transit, acheminement, transport et relation avec la douane. La proximité des postes aidants, de temps en temps, je suis tombée dans la marmite des achats. Et j'ai découvert un monde plein d'opportunités, mais j'ai dû rentrer quand même me former à nouveau pour pouvoir au fil du temps occuper différents profils au sein de la fonction achat d'une société à une autre. Donc vraiment c'est de manière fortuite, mais j'ai découvert par contre un métier totalement passionnant et très challengeant. C'est parfait, c'est super. C'est quoi la spécificité, je pense que bien l'internaute se demande également, c'est quoi la spécificité en fait de ce métier dans un terminal à conteneurs, le métier des achats? Alors, oui, le métier des achats dans un terminal à conteneurs, il est particulier. Pourquoi il est particulier? Il est particulier parce qu'on ne produit pas. D'accord? C'est pas une usine, on ne produit pas, mais on vend du service. La mission d'un terminal à conteneurs, c'est rendre un service de qualité à la marchandise qui est le conteneur, qui est le navire. Donc, la fonction achat, différemment de la place qu'elle occuperait dans une autre société, sa spécificité dans un terminal à conteneurs est due à son positionnement. La fonction achat dans un terminal à conteneurs est d'abord une fonction support. C'est pas une fonction opérationnelle. Et dans un terminal à conteneurs, la spécificité de la fonction achat tient à sa multipolarité. Je suis à la fois fournisseur de services et de biens pour le terminal à conteneurs et cliente du terminal à conteneurs. Alors, je m'explique rapidement, Christiane.
Je suis fournisseur parce que la fonction achat, en étant fonction support, je suis en charge de fournir les biens et les services nécessaires à la poursuite des opérations des départements en front office, l'exploitation, la direction technique, la direction des SI. Donc, je vais être en charge de mettre à disposition le stylo ou le portique ou la grue, les équipements de protection individuelle nécessaires à la poursuite de leur mission. Et de l'autre côté, le terminal à conteneurs est un maillon essentiel dans ma chaîne d'approvisionnement. Donc, certes, j'achète pour le terminal à conteneurs, mais je suis également cliente du terminal à conteneurs. Et pour illustrer un tout petit peu, je vais prendre un exemple simple. La semaine dernière, je devais faire sortir un conteneur de pièces de rechange qu'on avait commandé pour le département technique, pour la direction technique, mais qui, pour des raisons administratives, a mis beaucoup de temps sur le terminal. Et donc, mon commissaire agréé en douane me sort une facture kilométrique longue comme le bras et il me dit, il faut payer le stationnement. Et moi, je dis, non, mais c'est pas possible. C'est une importation pour le compte du terminal à conteneurs. J'appelle mes collègues de la facturation, très bon enfant, et je leur dis, non, mais libérez le conteneur. C'est le conteneur de crédit conteneur terminal. Et ils me disent, madame, vous êtes une cliente. Vous êtes une cliente, vous faites une demande au directeur général si vous ne voulez pas payer. Vous faites une demande de remise et on va traiter votre dossier, ça va suivre la procédure et s'il est gentil, il va vous accorder une remise de 100%. Sinon, vous payez, vous êtes un client. C'était assez bon enfant, mais je pense que ça dénote de la particularité de ce métier-là dans un terminal à conteneurs, à la fois agent support pour les équipes et en même temps client du terminal à conteneurs. Effectivement, on comprend bien qu'en tant que, manager des achats, en tant que procurement manager, tu gères à la fois des clients qui sont en interne et en externe. Du coup, ça m'emmène sur la prochaine question. Je pense que tous les spécialistes seront d'accord avec moi pour dire que le terme supply chain est très galvaudé. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, selon toi, clarifier ce terme-là de supply chain, chaîne d'approvisionnement, en nous citant en fait quelques métiers, pour que ce soit un peu clair? Supply chain management, c'est un terme galvaudé. Certes, c'est un terme galvaudé, mais en même temps, il est très peu compris ou mal cerné, je dirais, mal cerné. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de supply chain, mais au fond, très peu de personnes savent de quoi il s'agit. De manière empirique, on s'accorde tous à définir la supply chain comme une démarche, en fait, comme une démarche qui vise à synchroniser les différents processus qui vont aller de la production à la consommation en passant par la distribution. Donc, si je parle de manière un peu plus simple, la supply chain est une démarche qui est là pour imbriquer différents processus, pour gérer différents processus de manière efficace, gérer les flux physiques et d'informations pour pouvoir piloter toute cette chaîne-là et rendre un service de qualité, générer de la valeur pour le consommateur final. Je vais prendre toujours un exemple que j'ai facile à comprendre. C'est l'exemple d'une usine de cacao. Donc, quand on va parler de supply chain, la supply chain, en fait, ce sera la gestion des processus d'acquisition, par exemple, des fèves de cacao. Donc, on va gérer les processus d'acquisition des fèves de cacao, l'acheminement dans les différentes usines, l'ordonnancement de la production, la gestion des stocks entrants, la gestion des stocks sortants, jusqu'à la distribution des tablettes de chocolat ou des pots de chocolat à tartiner. Donc, c'est tout ce pilotage de cette chaîne-là, de ces différentes opérations, la gestion de ces flux physiques, la gestion de ces flux d'informations-là qui donnera tout ce grand ensemble qu'on appelle supply chain management. Et c'est pour ça que la chaîne étant tellement vaste, les postes, les métiers, les profils sont également diversifiés, ils sont multiformes. Et pour diversifier un tout petit peu, de manière simple, j'utilise généralement un regroupement simple, un regroupement en termes de décision. Donc, on aura des postes opérationnels et là, ça va aller de l'acheteur, le préparateur de commandes, l'affréteur pour tout ce qui est logistique, le magasinier,
le responsable de site logistique, le directeur de site logistique. Et d'un autre côté, le côté qui n'est pas opérationnel, on aura le côté stratégique. Et en ce moment, on va parler, par exemple, d'ingénieurs de méthode logistique, on va parler de planificateurs logistiques, de data analyst, de business analyst, de responsables de projet, tout ce qui est dans la stratégie. Donc, c'est une nomenclature assez simple, mais qui aussi ne suffit pas peut-être à éclairer la multiforme et la polyvalence des métiers de la logistique. Super, super pour ces clarifications. On comprend bien que tu as touché à différents métiers, donc différents intervenants sur toute cette chaîne-là de bout en bout, depuis la production jusqu'à la distribution chez, on va dire, chez l'utilisateur ou chez le consommateur final. Effectivement. Donc, Effectivement. répondons un peu sur la fonction achat proprement parler. On peut constater aujourd'hui que cette fonction est passée sur plusieurs années d'une fonction administrative négociatrice et aujourd'hui est une fonction, on va dire, très stratégique, comme tu l'indiquais tout à l'heure, au sein des différentes organisations. Et c'est devenu aussi un levier clé pour la performance des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire comment est-ce qu'elle a évolué avec ces fonctions achat dans le temps? Alors, dans termes de jeu, Christiane, je vais dire que l'évolution de la fonction achat va dépendre du type de société dans laquelle on se trouve. Différemment, elle aura évolué dans une multinationale comme elle aura évolué dans une PME, PMI ou dans une société nationale. Pourquoi? Parce que généralement, dans les multinationales, on a le modèle qui est mis en place, c'est le modèle de la filiale ou de la branche mère. Donc, on a des ERP, on a des outils qui sont ceux utilisés au niveau de la branche mère, qui est peut-être européenne ou américaine, qu'on a déporté sur le terrain en Afrique. Donc là, dans ce type de société, effectivement, on va noter une évolution notable. On n'est plus seulement une fonction administrative et négociatrice, mais il y a aussi la prise en compte du caractère stratégique de la fonction. Les décideurs ont compris qu'il faut donner à la fonction achat les outils nécessaires, il faut professionnaliser les outils nécessaires, mais malheureusement, on reste encore au niveau de la fonction achat réductrice de coûts. Donc, elle est stratégique parce qu'elle doit pouvoir réduire les coûts, elle doit pouvoir encadrer les achats, mais on n'a pas encore intégré le caractère stratégique, le caractère de création de la valeur que peut être la fonction achat. C'est pour ça que on a évolué, il y a effectivement une évolution, mais pas encore au niveau où on aura, on sera partie prenante du CODIR, du comité de direction, au même titre, par exemple, qu'un directeur financier ou un directeur d'exploitation. Maintenant, dans les sociétés nationales, difficilement, je vais dire qu'il y a une évolution, Christiane, parce que de manière simple, la fonction achat est là pour un tout petit peu fignoler les démarches que de manière individuelle, les responsables d'unité ont entrepris. Donc, ça veut dire un directeur technique a contacté déjà un fournisseur pour lui dire un tout petit peu ce qu'il souhaite et on oriente le fournisseur au service achat uniquement pour formaliser la procédure. J'ai coutume de le dire en rien. Dans ce cas, le service achat est un secrétariat en charge de l'édition des bons de commande et du suivi des livraisons. Donc, en réalité, c'est ça. Il n'y a pas cette notion stratégique, il n'y a pas cette notion d'importance et surtout, il n'y a pas la professionnalisation. Donc, il n'y a pas de réels professionnels des achats qui occupent la fonction, qui sont en charge de la fonction achat dans ce type de société-là. Donc, on a une évolution, on va dire, à double sens. D'accord. Dans les sociétés multinationales et dans les sociétés nationales. D'accord. Donc, si je veux retenir quelque chose là, c'est vraiment de mettre un accent sur la formation au métier d'acheteur. Voilà. Effectivement. Que cette fonction ne soit pas un peu parcellaire, mais vraiment intégrée. Vraiment intégrée et donc investir sur le capital humain surtout et puis définir une politique des achats claire. Définir une politique des achats claire parce que à partir du moment où on a pris en compte la création de la valeur qui est possible d'être générée par la fonction achat, on va donner une place stratégique à la fonction achat au sein de l'entreprise. Donc, c'est important, il faut un travail des décideurs déjà
sur la professionnalisation de la fonction et sur l'orientation, la définition d'une politique des achats claire. Tout à fait. Et pour en venir à la thématique précisément, partant de ton expérience, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment manager efficacement les achats peut permettre d'optimiser la supply chain? Je pense qu'il y a des chefs d'entreprise ou des directeurs supply chain qui nous suivent en ce moment. Donc, on est très curieux d'en savoir davantage. La question à 1 million de francs CFA, je dirais. Donc, tout le monde est intéressé. Et puis, surtout, merci déjà pour le choix du terme. Hein. On n'a pas parlé de réduction des coûts, mais on a parlé d'optimisation des achats. Ce qui est différent parce que quand on parle d'optimiser, on parle d'améliorer. On parle de tirer le meilleur parti d'un processus pour pouvoir augmenter, accroître la rentabilité. Et ça, c'est différent. Parce que optimiser, ça ne veut pas forcément dire réduire les prix, mais ça veut surtout dire mieux acheter. Optimiser les achats, c'est mieux acheter. Ça veut dire le bon produit, le bon coût, la bonne quantité, la bonne qualité, en sécurisant au maximum la chaîne d'achat, c'est-à-dire en minimisant les risques. C'est ça, mieux acheter. Donc, généralement, pour optimiser les achats, on a quelques leviers. Hein. On a quelques leviers, on va dire 3 ou 4 leviers. Le premier levier, c'est celui de la réduction des dépenses. Attention, je n'ai pas parlé de la réduction des prix. Réduction des dépenses. Pourquoi? Parce que la réduction des dépenses, ça commence d'abord par le besoin. Il faut affiner le besoin. D'accord? Il faut acheter utile. Il faut que les achats soient justifiés, soient adéquats et qu'ils viennent répondre à un manque qui est certain et qui est important dans la dynamique de l'entreprise. On n'achète pas pour acheter, on ne commande pas pour commander. Donc ça, c'est le premier point de la réduction des dépenses. Il faut affiner le besoin. Le deuxième point, il faut faire jouer la négociation. Il faut faire jouer la concurrence. Il y a 3 ans, 4 ans, je serais tout de go aller en disant il faut sécuriser le fournisseur, il faut contractualiser. Mais malheureusement, ces 3 dernières années, avec la crise sanitaire, la crise sécuritaire en Ukraine, on s'est rendu compte que la contractualisation n'est pas forcément la solution. Pourquoi? En cas de défaillance de fournisseur, on ne sait pas pouvoir se retourner. Donc, systématiquement, le conseil en période de crise, il faut avoir un plan B. Il faut faire jouer la concurrence. À vous maintenant de définir la polarisation des commandes entre le fournisseur A et le fournisseur B. Mais il faut faire jouer la concurrence, il faut négocier les prix. L'autre point important, c'est qu'il faut catégoriser les achats. Il faut catégoriser les achats pour déterminer les économies réalisables. Parce que ce qu'on regarde généralement, c'est qu'on achète un tout petit peu en désordre. On n'arrive pas à canaliser et se dire, pour ce type d'achat, on va définir une politique claire parce que plus les quantités sont importantes, plus on peut faire jouer les économies d'échelle. Donc, c'est avec ces petites options-là qu'on va réduire les dépenses. La réduction des dépenses, c'était le premier levier. Le deuxième levier, c'est le capital humain. Donc, il va falloir embaucher le bon professionnel et le doter du bon outil. Parce que le bon professionnel sait tout de suite déterminer la défaillance et a la capacité de proposer une solution pour résoudre les problèmes. Et le bon équipement, le bon outil permet d'optimiser la productivité. Ça veut dire un outil efficace qui va nous permettre de monitorer le besoin jusqu'au paiement de la facture. Et qui dit monitorer, dit contrôle. Qui dit contrôle, dit remonter rapidement les défaillances pour qu'on mette en place les outils de correction. Et ça m'amène tout de suite au point 3, qui est celui de l'évaluation. Malheureusement, dans beaucoup de sociétés, on ne fixe pas des objectifs clairs aux responsables achats, aux directeurs des achats. Le but, c'est d'acheter et de livrer. Les objectifs ne sont pas clairs. Les objectifs ne sont pas clairement définis. Donc, il faut fixer des objectifs clairs. Il faut définir une politique. Si, par exemple, je prends un exemple simple. Si, par exemple, pour optimiser vos achats, vous avez besoin d'avoir des produits de bonne qualité, pas en termes de coût, la politique sera orientée vers la recherche des fournisseurs pouvant minimiser
locaux et peut-être proposer un service après-vente de qualité. Donc, la politique n'est pas la même où dans une compagnie, on vous dit qu'il faut réduire les coûts, il faut réduire les coûts, ou forcément, vous n'avez pas cet objectif de qualité, mais plutôt un objectif de quantité. D'accord? Donc, il faut définir une politique claire pour pouvoir évaluer et maintenant rapidement remonter les soucis, les problèmes, ajuster, réaligner aux réalités de la compagnie et apporter les solutions correctrices. Le dernier point, et non le moindre, il faut planifier. Il faut planifier, et je le répète, avec la situation actuelle, il faut planifier. Parce que planifier va nous permettre d'éviter les ruptures au minimum. Et on sait dans la supply chain que chaque fois qu'il y a rupture de charge, ce sont des coûts qui augmentent, ce sont des augmentations budgétaires, c'est la surenchère. Chaque fois, on va acheter en urgence, du coup, il y a la surenchère, il y a les dépassements budgétaires. Planifier va nous permettre aussi d'intégrer au minimum les risques. La manière dont on achetait il y a 3 ans, 4 ans avant Covid ne sera pas la même manière aujourd'hui. La manière dont on achetait l'année dernière quand il n'y avait pas la crise sécuritaire, et on sait que la crise sécuritaire a entraîné depuis Covid d'ailleurs, une explosion des délais d'approvisionnement. Donc, les délais d'approvisionnement sont incertains. On a la pénurie des composantes, on a des usines qui ont fermé. Donc, il faut planifier, il faut anticiper. C'est important. Et maintenant, en interne, la planification va nous permettre de lisser les paiements et éviter les pics de trésorerie. Parce que c'est le cas de le dire, toutes les sociétés n'ont pas la capacité financière de suivre les grands achats à certains points où il y a des urgences, il faut décaisser énormément d'argent pour pouvoir contourner. Toutes les sociétés n'ont pas cette capacité de trésorerie-là. Donc, planifier va nous permettre de lisser un tout petit peu les paiements et de pouvoir éviter ces pics-là. Le dernier avantage de la planification, c'est que planifier va nous permettre une meilleure gestion des stocks. Et peut-être ça fera l'objet d'un autre débat, mais la gestion des stocks. On connaît tous que la mauvaise gestion des stocks va générer en termes de coûts, en termes de pertes, on connaît tous. Donc, planifier va également nous permettre une meilleure gestion des stocks. Donc, je pense avoir donné là 3 ou 4 leviers assez efficaces et si on les utilise à bon escient, on pourrait avoir un très bon résultat. Enfin, je n'en doute pas. Effectivement, permets-moi de rebondir là, tu as touché un point très important. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre achat et approvisionnement? Parce que très souvent, on pense que faire des achats, c'est s'approvisionner, ce qui n'est pas le cas. Non. Alors, l'achat, c'est le terme qui va aller de l'émission du besoin. C'est toute cette procédure-là qui va aller de l'émission du besoin, contacter les fournisseurs, négocier les prix, générer un document juridique, un bon de commande, un contrat qui va encadrer les conditions d'achat. Donc, c'est toutes ces procédures-là qui ne mettent pas seulement en concurrence, qui ne sont pas internes, mais qui va impliquer aussi des acteurs autres, des fournisseurs, des prestataires. Maintenant, l'approvisionnement, c'est la mise en place des flux d'informations et des flux physiques qui vont faciliter le déplacement du bien, du service, du fournisseur jusqu'à l'entreprise, jusqu'à l'usine. Donc, approvisionnement, si vous voulez, c'est tout ce qui est acheminement, mise à disposition. Et c'est pour ça que généralement, l'approvisionnement va dépendre du département logistique et pas du département des achats. Dans des sociétés qui sont vraiment très bien structurées, malheureusement, quand ce n'est pas le cas, achats et approvisionnement sont vraiment imbriqués. Et ce sont les anglo-saxons qui ont... Ce sont les anglo-saxons qui savent assez séparer, qui séparent bien les choses. Ils parlent de procurement and purchasing. Purchasing, uniquement achat, et puis procurement, ça a le terme de purchasing et puis de logistique parfois. Donc, c'est eux qui savent à peu près faire la différenciation. Merci beaucoup pour ces détails d'éclaircissement. Je pense que c'est un peu plus clair pour chacun de nous. Et on arrive bientôt au LinkedIn Live. Et comme vous savez, je mentionnais tout à l'heure que WILA veut vraiment inspirer les femmes et les jeunes à se former pour intégrer
ce domaine à fort enjeu, notamment pour notre continent. Roukaya, pour ton mot de fin, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous suivent et de sorte à les inciter vraiment à se former pour intégrer les domaines de la supply chain et de la logistique? Alors, c'est simple, hein, Christiane, il faut oser, il faut rêver, mais le plus important, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens au travers des formations de qualité, au travers des recherches qu'on fait, au travers du réseautage. Il faut pas hésiter à aller toquer aux portes. Il faut essayer de secouer au maximum. Donc, il faut se former, il faut se donner les moyens. Parce que dans la SCM, les femmes représentent moins de 20% des effectifs. Et le paradoxe, c'est qu'en école de formation, elles sont généralement les leaders. Mais dans des postes stratégiques, on va retrouver 3, 4, 5% maximum. Et puis, celles qui arrivent sont comme des Amazones, en fait, comme c'est une femme, elle est vraiment, elles sont citées en exemple, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, je pense qu'il y a un plafond de verre et il faut pouvoir faire sauter ce plafond de verre-là. Et ça, ce n'est possible qu'en osant, en rêvant grand et puis en se dotant d'outils performants, des formations de qualité, des réseaux de qualité. Comme oui, là, je fais un tout petit peu la promotion en étant partie des réseaux de qualité comme oui, là. Donc, il faut oser, il faut se donner les moyens et il faut faire de sa féminité un atout. Il faut faire de sa féminité un atout parce que j'ai un directeur qui m'a dit une fois, et si on revient aux achats, je fais plus confiance à un acheteur femme qu'à un acheteur homme. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais il dit de prime abord, parce qu'avec tout ce qui entoure la fonction achat, en termes d'éthique, en termes de politique et tout ça, là, donc il disait non, les femmes, je préfère aller savoir pourquoi. D'accord. Donc, je retiens que vraiment les femmes ont leur place dans cette. Et même les jeunes aujourd'hui, hein, il y a de très bonnes filières aujourd'hui qui font au métier de la logistique, que ce soit portuaire, que ce soit maritime ou dans toute autre industrie. Voilà, donc qu'elles n'hésitent pas, elles ont une place. Et Oui, aujourd'hui, la supply chain logistique, avec l'évolution, on va dire, des technologies, n'ont plus de limites, en fait. Non. Voilà. The sky. Effectivement. Bien, je pense que si notre audience a des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Notre invité Roukaya pourra y répondre avant la fin de ce LinkedIn Live. Voilà. Donc, j'ai Vanessa qui dit que le processus d'achat doit être transparent et équitable. La démarche de l'achat responsable, anticipée, réalisée et améliorée. Merci beaucoup, Vanessa. Voilà. Donc, on va au terme de notre LinkedIn Live. Moi, je voudrais inviter, déjà remercier Roukaya pour ces échanges très fructueux. Je pense que vous aussi, vous aviez apprécié cette discussion. Et je veux vous inviter à vous abonner aux pages des réseaux sociaux de WILA, Women Logistics Africa, sur Instagram, sur Facebook et surtout sur LinkedIn, là où nous sommes le plus actifs. Voilà. Et on va se dire à très bientôt pour un nouveau numéro de WILA Talks. Et pour moi, ça a été un plaisir de mener cette discussion. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Plaisir partagé. Bye.